Bonjour et bienvenue dans cette leçon bonus. Dans cette leçon, nous allons examiner en détail tous les paramètres de conversion en PDF d'Acrobat Distiller. Comme prérequis à cette leçon, on va considérer que les leçons qui figurent sur le DVD ont été vues puisque certaines choses sont abordées que l'on ne va pas reprendre ici dans cette leçon, notamment la gestion des paramètres prédéfinis d'Acrobat Distiller, paramètres prédéfinis que l'on trouve ici dans ce menu déroulant. Ici, nous allons nous intéresser aux paramètres de conversion eux-mêmes, c'est-à-dire les paramètres que l'on a dans cette fenêtre. Fenêtre qui se présente légèrement différemment sous Windows que sur Macintosh, mais les options sont exactement les mêmes et sont toutes placées au même endroit. Pour commencer, la première chose que l'on peut régler, c'est la compatibilité du fichier PDF. On a ici accès à différentes versions du format PDF, différentes versions auxquelles correspond à chaque fois la version d'Acrobat. On va revenir sur un fichier qui est présent également sur le DVD, qui nous représente ici les différentes versions du format PDF et leur évolution. Puisque pour ce qui concerne Distiller, il y a une chose à retenir, c'est la rupture de compatibilité entre le PDF 1.3 et le PDF 1.4. Rupture de compatibilité qui vient du support de la transparence que l'on trouve dans les versions PDF 1.4 et ultérieures, c'est-à-dire toutes celles qui ont suivi. Cette rupture de compatibilité est importante, surtout lorsque l'on travaille des fichiers PDF dans les métiers du pré-presse, puisque cela concerne l'aplatissement des transparences. Dans les fichiers PDF 1.3 et version antérieure, les transparences doivent être déjà pré-aplaties, c'est-à-dire déjà pré-calculées, ce qui limite tout risque d'erreur à une étape ultérieure du traitement du fichier. Ce qui ne sera pas le cas, bien entendu, donc avec le PDF 1.4 et les versions ultérieures, puisque là, c'est un autre intervenant qui devra effectuer cet aplatissement des transparences, et si à ce moment-là des erreurs se produisent, elles pourront soit passer inaperçues, soit ne pas être contrôlées correctement. Donc bien retenir cette évolution entre ces deux formats, Acrobat 4, Acrobat 5, PDF 1.3, PDF 1.4, avec cette grosse rupture de compatibilité qui est très importante en pré-presse. D'ailleurs on le voit ici, les standards pré-presse PDF X1 et PDF X3 requiert le format PDF, la version PDF 1.3. Si la version PDF n'est pas 1.3, c'est une version ultérieure, ce ne sera pas un PDFX. Donc cette première chose que l'on peut régler ici. Donc bien entendu, si l'on travaille les fichiers PDF pour du pré-presse ou pour un imprimeur ou pour l'édition, on va choisir le format PDF 1.3. Si ce sont des fichiers PDF qui sont destinés à être diffusés sur le web ou dans une optique de travail bureautique ou toute autre considération, on peut très bien utiliser une compatibilité supérieure puisque dans ce cas-là, les transparences ne poseront pas de problème. On aura même intérêt d'ailleurs, si l'on ne travaille pas en pré-presse, à utiliser une version supérieure, puisque lors de l'aplatissement des transparences, lorsque l'on a des transparences aplaties, on a des fichiers PDF qui sont un petit peu plus lourds, qui pèsent un petit peu plus, puisqu'il y a plus d'informations à l'intérieur, puisque les éléments sont déjà précalculés. Ici, on a les balises, la compression au niveau objet, les balises que l'on peut compresser ou ne pas compresser. Donc ça mange pas de pain, comme disait ma grand-mère. On va donc conserver la compression des balises. Et concernant la rotation automatique des pages, même réflexion que pour la compatibilité, les niveaux de compatibilité d'Acrobat, ça dépend complètement si on travaille pour du pré-presse et de l'imprimerie ou si on travaille dans une autre optique. Puisque si on a un document qui contient des pages de différentes orientations, c'est-à-dire des pages au format portrait ou d'autres en format paysage, ici, Distiller va tourner les pages automatiquement. Donc ça peut être très pratique lorsque l'on envoie un fichier sur le web. Ça évitera à l'utilisateur d'avoir à tourner son écran pour pouvoir lire ce qu'il y a dessus. Mais dans une optique pré-presse, on ne va surtout pas demander une rotation automatique des pages, puisque lorsque l'imprimeur va faire l'imposition des pages, il risquerait d'avoir des surprises très désagréables. L'option reliure que l'on peut régler sur la droite et sur la gauche dépend de la langue qui est utilisée dans le document, c'est-à-dire si l'on commence la lecture de gauche à droite ou bien de droite à gauche comme cela se fait dans certaines langues. Mais cette option de reliure peut être modifiée ensuite dans Acrobat à la volée, donc ici ce n'est pas très important. Beaucoup plus important ici c'est la résolution que l'on doit régler. Il s'agit ici de la résolution de pixelisation des éléments vectoriels qui sont contenus dans le fichier, c'est-à-dire la façon dont les éléments vectoriels vont être transformés en points au moment de l'impression. Donc il faut savoir ici que qui peut le plus peut le moins, mais que l'inverse n'est pas vrai. Donc on a intérêt à monter au maximum cette résolution, surtout si l'on travaille pour l'édition ou pour l'imprimerie,
puisque c'est une option sur laquelle on ne peut pas revenir ensuite. Par contre, il faut savoir que la modification de ce chiffre, même si on augmente jusqu'à 4000 points par pouce, cela ne modifie absolument pas la taille du fichier PDF final. Cela n'y change rien, c'est simplement une valeur indicative qui sera utilisée au moment de l'impression, au moment de la transformation du fichier PDF en points sur le papier ou sur la plaque ou sur le film. On va d'ailleurs étudier un fichier PDF qui va nous montrer la différence entre les deux types d'images, deux types principaux d'images que l'on trouve dans le monde numérique, c'est-à-dire les images bitmap, les images qui sont en mode point, et les images vectorielles. Voilà le document qui s'affiche. Donc la différence entre images bitmap, les images en mode point, que l'on voit ici représentées par une grille, et les images vectorielles, qui sont définies par un ensemble de courbes mathématiques. La différence profonde entre les deux, c'est que les images vectorielles sont indépendantes de la résolution à laquelle on va les utiliser. C'est-à-dire que l'on les utilise sur un écran en basse résolution ou en image qui doit être imprimée en haute résolution par un imprimeur. Cette image sera de toute façon calculée au meilleur de la résolution de l'imprimante ou du périphérique qui sera utilisé pour la restituer. Alors que la grille de points, elle, est complètement dépendante de la résolution d'origine, c'est-à-dire de la densité de cette grille de points. Et pour bien mettre en évidence le principe de la résolution, nous allons également regarder un deuxième fichier PDF, fichier dans lequel nous avons représenté à l'écran, bien sûr ici il s'agit d'une simulation, donc le rendu est un petit peu forcé, un petit peu exagéré, mais on voit ce que donne lors d'une impression offset le rendu de différents types d'images, donc en haute résolution, c'est-à-dire ici à 300 points par pouce, 300 pixels par pouce, en moyenne résolution à 150 pixels par pouce et en basse résolution à 72 pixels par pouce. Donc lorsque l'on regarde une image à 72 pixels par pouce sur un écran, elle ressemble à celle qu'on voit ici à droite, c'est-à-dire qu'elle est correcte. Mais une fois qu'elle est imprimée, on est beaucoup plus proche de ce type de rendu que de celle qui est à droite. On voit d'ailleurs que ces résolutions, qui sont en fait des conventions que l'on utilise généralement, donc 72, 150 et 300 pixels par pouce, sont des conventions, puisque cela correspond de moins en moins à la réalité, puisque depuis une bonne dizaine d'années déjà on ne trouve plus d'écran en dessous de 92 points par pouce. Aujourd'hui ils sont plutôt entre 96 et 100 points par pouce, même des fois un peu plus pour les écrans plats. Même chose pour les imprimantes bureautiques pour lesquelles on recommande la résolution de 150 points par pouce, les imprimantes à jet d'encre, les copieurs laser. Donc aujourd'hui on est plus près de 200 que de 150 points par pouce. Et pour ce qui est de la résolution offset, tous les opérateurs pré-presse savent que la résolution de 300 points par pouce, c'est une précaution, mais en fait on a besoin d'un petit peu moins, donc d'une résolution entre 225 et 264 points par pouce. Mais l'intérêt d'avoir des images à 300 points par pouce, c'est que ça permet de les agrandir dans la mise en page. En fait, on voit ici que pour l'offset, le calcul est simple. La résolution de l'image doit être une fois et demie la linéature de trame. Pour connaître la linéature de trame qui sera utilisée, là, il faut s'adresser à l'imprimeur, il n'y a pas d'autre méthode. Donc il faut savoir avec qui on travaille et pourquoi. Donc en général, on prend une image en plus haute résolution, comme ça, on s'assure, si on ne sait pas trop avec quelle linéature ça va être tiré, on s'assure que ce sera compatible. Si on va voir sur la page suivante de ce fichier, on voit d'ailleurs que la résolution de l'image, ici on a une image qui contient 99 705 pixels, on voit cette image représentée à différentes résolutions, c'est-à-dire qu'en fait la résolution c'est la densité des points de l'image. Et chaque fois que l'on diminue la résolution d'une image par deux, ici on passe de 75 à 150, donc on multiplie la résolution de l'image par deux, on divise sa surface par 4. Même chose ici, si on augmente la résolution à 300 points par pouce, on divise toujours la surface par 4 si l'on conserve le même nombre de pixels, ce qui correspond à la case ne pas rééchantillonner que l'on voit fréquemment lorsque l'on corrige la taille de l'image dans Photoshop.